Fadel. Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel Fadel, Latraverse. Emmanuel, notre collègue Pierre-Olivier Zappa a reçu Éric Laflèche de Métro hier. Et quelle délicieuse entrevue où on apprend que finalement, on a été les spectateurs d'une très belle pièce de théâtre il y a quelques semaines quand François-Philippe Champagne les a convoqués pour leur demander de baisser les prix en épicerie. Oui, parce que le message du président de Métro, c'est ça change rien, ça n'a eu aucun impact. Et la seule chose à laquelle on a consenti, c'est de signer le code des épiciers pour s'engager à ce qu'il n'y ait plus de fixation de prix, puis un effort pour maintenir les prix bas, etc. Mais il dit, c'est tout, là. Il dit on n'a pas... et donc, c'est assez drôle parce que le gouvernement Trudeau a quand même monté toute une cabale contre les épiciers à partir du mois d'août, là, tu sais, quand il y a eu la retraite du caucus, où M. Trudeau avait annoncé ses mesures, il fallait que les prix baissent à l'Action de grâce, puis que sinon on allait leur imposer des taxes, puis des pénalités, puis etc. Puis ils ont été convoqués à Ottawa, on se rappellera. Donc, Métro, IGA, Sobeys, et puis Loblaws, Walmart, Costco. Puis finalement, M. Laflèche, il dit, écoutez, il dit pas comme ça que ça marche, l'industrie, là. Il dit, nous, de toute façon, on veut faire de l'argent. Pour faire de l'argent, faut qu'on vende plus. Pour qu'on vende plus, faut qu'on soit concurrentiel. Puis on est dans un contexte où on essaie de maintenir nos prix les plus bas possibles. Puis bien sûr, notre collègue Pierre-Olivier dit, oui, mais monsieur, parce que quelques semaines plus tard, rappelle-toi, à la veille de l'Action de grâce, monsieur François-Philippe Champagne, le ministre, on en avait parlé, on avait bien rigolé d'ailleurs, avait sorti les circulaires en disant, j'ai regardé mes circulaires ce matin, il y a des ventes, les prix sont en train de baisser. Puis la réponse de monsieur Laflèche, c'est de dire, oui, il a sorti la circulaire la semaine de l'Action de grâce, la dinde était en vente. La dinde est toujours en vente à la semaine de l'Action de grâce. Alors, c'est une douche froide, en vérité, qui décrédibilise la démarche du gouvernement Trudeau. Ridiculise, en fait. Oui, en vérité, surtout quand nous, on en parle en ces termes. Mais je me demande jusqu'où est-ce que finalement, ça vient pas au cœur de ce qui cloche dans la tentative du gouvernement Trudeau de reconnecter avec l'électorat, que l'électorat est peut-être plus sophistiqué qu'on ne lui donne le crédit. Dis pas. J'essaie de En fait, je réinterprète ce que tu dis. Toi, tu dis qu'il est plus sophistiqué. Je dis moins cave que ce que le gouvernement pense. Oui, je pense que l'électorat a peut-être compris que le gouvernement peut pas faire baisser le prix de la livre du beurre à l'épicerie et que le problème en est un qui va prendre des années à régler. C'est le manque de concurrence, cependant. Le manque de dents qu'a le bureau de la concurrence pour faire des enquêtes, pour forcer des changements, pour bloquer des transactions, parce qu'il y a une immense concentration, objectivement, des réseaux, des grands épiciers au Canada, là. Et c'est ça un peu le problème du gouvernement Trudeau, en vérité, c'est parce qu'il est rattrapé par des problèmes structurels, en vérité, qui sont amplifiés par l'inflation, logement, épicerie, pour ne nommer que ceux-là qui sont les deux en priorité des préoccupations de l'électorat. Puis là, tout d'un coup, il essaie de nous faire croire, ou il se met à agir, mais sur des choses qui ne vont pas aider les gens à court terme. Je veux dire, M. Trudeau se déplace. Je pense qu'il n'y a pas un vendredi où il n'est pas dans une ville pour nous annoncer 25 millions pour 45 logements, là. C'est vrai que c'est bien d'inciter les villes à faire le ménage dans leurs règles de zonage, dans leurs règles d'approbation de projets pour que les projets puissent sortir de terre, mais ça réglera pas la crise du logement ni cette année ni l'an prochain, là. Et ça règle. Alors, c'est comme si le gouvernement est rattrapé par toute sa paresse intellectuelle et sa paresse en termes de politique publique pour les 8 dernières années. Puis il essaie de régler en quelques mois ce qu'il a négligé de faire parce que c'était pas sexy à l'époque pendant les 8 années précédentes. Mais Éric Laflèche, là, le PDG de Métro, qui donnait une entrevue hier à Pierre-Olivier Zappa,
disait finalement, ben, tu sais, il trouvait ça presque cute, là, que ce que le gouvernement essayait de faire. Ça marche pas comme ça. Puis regardez, nous, on a joué dans ce film-là, puis... Mais non, ça va pas avoir d'impact. D'ailleurs, on a un extrait, là, on va le faire entendre. Il n'y a pas eu de changement. En tout cas, je vais parler pour Métro. On n'a pas changé nos prix suite à cette rencontre-là. On se bat tous les jours pour offrir de la valeur à nos clients dans toutes nos bannières. Avant la rencontre... Il me semble que ça dit ce que ça a à dire. Mais c'est François-Philippe Champagne qui jouit d'une belle crédibilité, qui en prend pour son rhume avec une déclaration comme celle-là, Emmanuel? Oui, je pense que le mal est déjà fait. À partir du coup, là, quand il s'est pointé avec ses circulaires, là, je veux dire, il a quand même déjà été ridiculisé à ce moment-là. Je pense que M. Champagne se retrouve dans une situation difficile comme ministre, où on est tous d'accord que assis dans sa cuisine un vendredi soir, il s'imagine pas que ça allait vraiment changer les choses et que c'était ultra pertinent, mais il comprend que la commande vient d'en haut, le bureau du premier ministre a décidé qu'il fallait faire ça, la stratégie est arrêtée, c'est toi le ministre, ça tombe sur ton bureau, tu es obligé de faire semblant que tu penses que ça va marcher. Il y a aussi une part de ça, de loyauté ministérielle, mais c'est sûr que ça nuit à sa crédibilité plus large, certainement auprès du monde des affaires, là. Parlons de la proposition, en fait, un sujet qu'aborde notre collègue Mario Dumont ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. L'école comme service essentiel, on est à la veille d'une grève générale illimitée qui va envoyer bien des élèves chez eux à la maison, pas de devoir à se tourner les pouces. L'école ne devrait-elle pas être considérée comme service essentiel à plus forte raison lorsque le droit de s'éduquer est protégé par nos chartes? Ben, en tout cas, je pense que c'est une question super intéressante que soulève Mario parce que la réalité, c'est que la place de l'école dans la société a changé et l'impact d'une fermeture d'école dans la société a changé, on s'entend. Maintenant, les femmes travaillent, donc une grève générale a des conséquences. Ça va avoir, moi je pense, s'il y a vraiment une grève générale limitée, des conséquences importantes sur l'économie à cause de la quantité de parents qui vont être obligés objectivement de prendre congé pour réussir à s'occuper de leurs enfants parce que dans certains cas, le télétravail n'est pas possible. Là. Il faut quand même se rappeler que ce sont les privilégiés qui peuvent faire du télétravail en général. Puis moi, je pense là, on est tout dans le débat autour du palmarès, des écoles, du Journal de Montréal, etc. Et moi, je suis tombée par terre quand j'ai vu qu'il y a quand même 30% des élèves qui sont EHDAA, élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Le problème on s'entend avec cet acronyme-là, c'est qu'il ratisse de l'handicapé qui a une petite paralysie cérébrale à celui qui est complètement immobilisé dans une chaise roulante. Ça va de l'autiste qui est sur le spectre de l'autisme fonctionnel à celui qui ne l'est pas. Ça va à l'élève qui a une dyslexie moyenne, mais qui est capable de surmonter avec quelques outils technologiques, à l'enfant qui a des graves problèmes d'apprentissage. Mais il y en a dans le lot, c'est des enfants, ils ont déjà eu de la misère à passer au travers de la pandémie. Mais là, s'ils partent en grève, pas de devoir, pas d'appui, moi, je pense à ma fille, là, qui est en secondaire 1, c'est une énorme transition pour les enfants, ou les enfants qui sont en première année à ce rythme-là. Là, une semaine, 2, 3, 4 jours, ça va, mais une semaine, 2 semaines, moi, je pense que il y a un débat à avoir sur s'il y a au moins pas certaines classes d'enfants pour qui l'école devient un service essentiel, de la même façon qu'il y a certaines classes de patients pour qui l'accès au réseau de santé devient un service essentiel. C'est sûr que c'est pas populaire, mais ce qui amplifie ça, c'est qu'on est dans un monde où on a demandé à l'école de devenir un service social aussi. Oui. L'école ne sert plus seulement à éduquer et à former les enfants. Tu n'es plus dans apprendre à lire, apprendre à compter, puis apprendre à développer les bases d'une culture générale essentielle pour progresser puis être un citoyen engagé, là. Non, l'école sert à nourrir les enfants de pauvreté. L'école sert à surveiller les enfants vulnérables de la DPJ. Alors, l'école est devenue un filet social de surveillance, d'éducation, de bien-être des enfants les plus vulnérables.
ben il faut que... Est-ce qu'il ne faut pas... Une béquille pour bien des familles québécoises, là, tu sais, l'enfant qui mange jamais, mais qui peut prendre un repas avec le club des petits déjeuners le matin. Tu sais, l'école... Mais là, si ça devient un service social autant que c'est un lieu de formation, est-ce que... En tout cas, je dis pas que oui ou non. Je comprends qu'il y a plein de ramifications légales, mais la vertu de la chronique de Mario, puis les gens qui nous écoutent, qui l'ont pas lu, allez la lire, elle est magnifiquement bien écrite, c'est que ça nous force à voir ce conflit de travail-là sous un angle nouveau et à en voir les conséquences sous un angle nouveau. Moi, je ne peux pas croire qu'un gouvernement va endurer ça très longtemps. Je pense que même les parents ne vont pas endurer ça très longtemps, Emmanuel, là, parce qu'à un certain moment aussi, il y a le temps des fêtes qui arrive, puis on sait qu'il y a des vacances qui arrivent avec le temps des fêtes. Là, tu vas-tu me coller? Puis là, il y a le risque. On a entendu hier M. Drainville qui a dit, ben écoutez, si ça dure, si j'avais été lui, j'aurais dit, écoutez, on n'en est pas rendu là. On en parlera en temps et lieu. Mais il a quand même ouvert la porte, donc on va en discuter, de dire, écoutez, s'il le faut, il faudra prolonger le calendrier scolaire parce que perdre 2-3 jours de grève, tu prends des journées de tempête, journées pédagogiques, ça tarabiscote à droite et à gauche. Mais 1 semaine, 2 semaines, dans la mesure où dans la loi, il faut que les élèves aillent à l'école 180 jours par année, ben là, la question va se poser assez rapidement parce qu'objectivement, il y a plus du tiers de l'année scolaire là, qui est déjà passée. Alors, est-ce qu'il faut sacrifier la semaine de relâche? Qu'est-ce que ça veut dire pour tous les parents qui ont loué des chalets, réservé des voyages, etc., des billets, je sais pas quoi? Est-ce qu'il va falloir penser à raccourcir? Ben, il y a déjà pas tant de vacances que ça à Pâques, donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre non plus, là. La seule semaine facile à récupérer, c'est la semaine de relâche. Après ça, est-ce qu'il faut penser à prolonger l'école au mois de juin? Puis, ce qui est fou, c'est que s'ils vont en grève, on s'entend que ces enjeux-là vont faire maintenant partie de la négociation parce qu'ils vont faire partie des règles de protocole de retour au travail. Mais, mon Dieu, mais juste à l'idée à y penser, j'ai la chair de poule, mais tu sais, quand tu y penses, là, le bulletin, là, c'est comme on dirait qu'on est à la première année là, ou à la deuxième année post-pandémie où on a des étapes, 3 bulletins, puis comme c'est rentré dans l'ordre. On va-tu encore changer les dates de bulletins, les dates, est-ce qu'on va avoir une étape, 2 étapes, 3 étapes? Ben là, la grève survient au tout début de la nouvelle étape. Hein? Donc, oui. Les bulletins sont supposés sortir aujourd'hui. Puis ce qu'il y a de triste là-dedans, c'est que ce que le palmarès des écoles du journal nous révèle aussi, c'est que il semble, objectivement, qu'une partie du retard pandémique ait été comblée maintenant. Parce que il y a une baisse du nombre d'élèves qui ne finissent pas leur secondaire en 5 ans. Il n'y a pas une chute massive, tu sais, il n'y a pas vraiment de baisse dans les résultats académiques par rapport à 2019. Donc, morale de l'histoire, pour toutes les inquiétudes vraiment importantes qu'il y a eu autour de l'éducation pendant la pandémie, puis le défi de rattraper le temps perdu, ben, à la lumière des résultats des examens de 2022, on est tenté de dire que le réseau y est parvenu. Alors là, on va venir redéstabiliser tout ça. C'est pas évident. Ça va pas être évident. J'ai hâte de voir à quel moment le gouvernement va perdre patience, parce que c'est là le secret de la caramel qu'Emmanuel Latraverse. Merci beaucoup. À lundi. Au revoir. Yes.